Bonjour, on va faire un petit peu le point sur ce que vous avez fait sur la grecque blanche. Bon, d'abord, on va commencer par parler de l'épreuve en elle-même. C'est une épreuve récente, une épreuve de 2018, et je suis persuadé qu'il faut absolument vous entraîner sur les épreuves récentes. Les épreuves récentes, c'est des épreuves d'un autre type que les épreuves d'avant 2015, hein. Après 2015, on a demandé aux concepteurs de sujets de faire des petits exercices préliminaires, de faire des choses dans lesquelles on progresse naturellement, pas des questions en béton armé comme il pouvait y avoir avant. On est passé à un autre concours et on s'entraîne au concours actuel. Évidemment, on ne s'entraîne pas au concours d'il y a 15 ans. Donc, entraînez-vous sur de bonnes épreuves parce que en 6 heures, la progression n'est pas du tout la même, les conseils ne sont pas du tout les mêmes. Avant, la grecque d'avant, on disait, ben, n'essayez pas d'avancer, assurez bien les questions, essayez de les faire bien, comme il faut, sautez les questions, hein, quand elles ont été détectées comme trop difficiles et casse-gueule. Et bon, vous pouvez sauter des questions, il faut faire un bon choix de saut de questions, mais celles que vous faites, il faut absolument qu'elles soient faites parfaitement. Là maintenant, c'est pas pareil. C'est faites, essayez de faire vite et bien. Voilà, parce que on avance quand même maintenant dans les épreuves actuelles. On s'enfonce, on a pied loin, en quelque sorte, et donc il faut essayer d'avancer parce que avant c'était inutile d'avancer, puisque avancer c'était aller vers le casse-pipe. Donc autant prendre du temps pour tout expliquer. Là, il faut être un petit peu plus efficace dans ses justifications. Et en plus, il y a autre chose, c'est que aller loin maintenant ne sert à rien. En gros, la difficulté, la fonction qui à la difficulté donne le nombre de points est une fonction concave, comme ça, et, euh, et même concave, au bout d'un moment, décroissante, c'est-à-dire là, c'est carrément le drame. Donc, aller chercher des points dans les parties 5 ou 6, c'est suicidaire, c'est même pas la peine. Bon, c'est pas des fonctions négatives, mais quand même décroissantes, ça probablement. Concave, certainement. Donc, une question, aller chercher une question simple plus loin, c'est un mauvais plan. Voilà, hein, parce que de toute façon, au bout d'un moment, il faut bien voir, faut bien comprendre ce qu'il y a dans la tête du concepteur. Le concepteur, il va mettre trois parties pour pouvoir vous juger, et le reste, les parties 4, 5, 6, c'est pas pour vous juger, c'est parce qu'il est parti dans la logique d'un problème, parce que le problème d'agrég est un problème d'ouverture vers une certaine recherche actuelle, et qu'il y a des visiteurs des épreuves d'agrég, des gens qui viennent tâter le pouls, en quelque sorte, des mathématiques en France, et qui tâtent le pouls avec l'épreuve d'agrég. Donc par exemple, pour le problème de 2018, c'était quelque chose d'assez on va dire, récent, c'est-à-dire la correspondance de Riemann-Hilbert, qui fait l'objet, on va dire actuellement, oui, depuis une bonne vingtaine d'années, d'une recherche très accrue en théorie des représentations. Mais ça, vous vous en fichez. Voilà, en gros, voilà, ça concerne d'autres gens, donc finalement, regardez les trois premières parties. Alors d'abord, présentez-vous correctement. Vous êtes comme si vous étiez devant quelqu'un qui doit vous embaucher. Les premières questions, donc les premières minutes dans un entretien d'embauche, sont primordiales. Il faut qu'ils se disent, bon, bah lui, on peut lui faire confiance. Voilà. Donc les premières questions, détaillez bien, montrez que vous savez détailler, au moins, bon, voilà,
bonne première partie. Après, vous pouvez vous relâcher. Faites les récurrences, etc. etc. Bon, après, les récurrences ridicules, vous pourrez vous contenter de dire par récurrence, on montre que, sans mettre en place les choses. Mais au début, au moins, montrez que vous savez bien faire les choses. Ceux qui sont venus pour la consultation de copie, ils ont vu ce tableau. Le tableau, ce sont les questions avec des barèmes, bien sûr, mais les questions sont subdivisées en items, d'accord? Et généralement, c'est à vous à subdiviser ça. Il faut bien se rendre compte que quand on vous demande une équivalence, on va avoir implication réciproque. Voilà. Quand on vous demande une égalité d'ensemble, on va avoir inclusion, inclusion réciproque, ou inclusion et argument de dimension, bon, qui revient à l'inclusion réciproque. On peut avoir une subdivision encore plus riche, parce que si on vous demande de montrer que c'est un isomorphisme, eh bien, vous allez avoir, d'une part, bien défini, ensuite morphisme, ensuite probablement le noyau et l'injectivité, et ensuite un argument de surjectivité. Et des fois, on peut aller jusqu'à 6 items pour une seule question. Alors, à partir du moment où vous avez subdivisé, subdivisez bien, d'accord? Imaginez bien que vous avez des items avec des points, et soit quelque chose est insignifiant, dans ce cas-là, n'a pas besoin d'être là, soit alors il est là, et dans ce cas-là, c'est pas la peine de le mettre entre parenthèses, en tout petit dans la marge, de dire d'après Kelly et Hamilton, ceci, cela, dans la marge, entre parenthèses, non. Si vous avez besoin de dire, bah oui, son polynôme caractéristique c'est xn, donc par Kelly et Hamilton, n est nilpotente, ouais, ça a droit d'être là, à part entière, pas un espèce de sous-machin à mettre, bah oui, elle est nipotente parce que ceci. Voilà, donc les items, c'est à vous de décider les bons items. Ensuite, vous avez les théorèmes qui sont sous-jacents à ce que vous affirmez. Alors, c'est pas la peine de dire tout l'énoncé du théorème, mais par exemple là, dans ce problème. Bon, vous allez me dire, le problème n'était pas génial. Hein, en tant que problème que vous faites, il était intéressant pour justement pour ce côté recherche en théorie des représentations, mais il avait assez peu d'intérêt en tant qu'évaluation. Mais tout de même, hein, on a bien vu que vous aviez un certain nombre de défauts. Il y a, euh, par exemple, vous exposez un théorème, donc là c'était principalement le théorème de décomposition de Dunford. Donc euh, c'est pas la peine de raconter tout le théorème, de le détailler, mais simplement vérifier ces hypothèses. Juste, vous vérifiez les hypothèses. Vous dites, bah, décomposition de Dunford, ça c'est bien la décomposition de Dunford, et implicitement vous expliquez le théorème en disant, bah, D est diagonalisable, N est nilpotente, et N et D commutent. Voilà. Mais là, par exemple, D est diagonale. Bah, vous dites, D est diagonale, donc diagonalisable. C'est pas que on va vous juger pour savoir si vous avez bien compris que diagonale impliquait diagonalisable. C'est qu'on va vous juger pour voir comment vous expliquez les choses. Comment vous vous référez à un théorème qui a une structure, qui a des hypothèses, et que vous êtes juste en train de checker les hypothèses. Donc voilà le truc important et que je vous demande de savoir faire. Alors, bon, n était nilpotente parce qu'elle était triangulaire supérieure, encore que ça, il faut l'expliquer avec Kelly et Hamilton, hein, et le polynôme caractéristique qui est égal à xn, comme je disais tout à l'heure. Et puis ça commute, ça vous êtes obligé de le dire. Même si votre décomposition c'est a plus 0, bah ouais, bah, a commute avec 0, vous le dites, c'est pas parce que on veut vérifier que vous avez compris que 0 commutait avec a, comprenez? C'est simplement que vous vous disciplinez à regarder les hypothèses du théorème. Voilà. Alors, c'est là où c'est marrant, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est évident de faire ça. Voilà.
Voilà, ils vérifient, ils savent comment il faut faire. Et il y a des gens, eh bien, pour eux, ils comprennent pas. On dirait que c'est presque un affront de leur demander. C'est presque comme s'ils devaient passer à la fouille ou quelque chose comme ça. Euh, Bah ouais, je veux dire, c'est, c'est un concours d'enseignants et donc on veut savoir comment vous expliquer. On veut pas, on veut savoir si vous avez compris, évidemment. Ça, c'est une chose. Mais la compréhension ne suffit pas. Et certains sont encore dans la compréhension qui suffit. J'ai compris, je dis juste, et donc c'est bon. Non, là ça, c'est ce qui va engendrer le plus de déception sur le retour par la note que vous aurez, hein. Donc, euh, le truc, c'est de bien expliquer. Et pour bien expliquer ce genre de choses, le meilleur moyen, c'est de respecter les hypothèses, de regarder si vous avez bien compris les hypothèses et vous vérifiez les hypothèses du théorème. Voilà donc le premier truc vraiment important, le premier conseil important. Alors dans le même registre, vous avez des indications qui vous disent on pourra utiliser un polynôme interpolateur. Alors attention, en français, on pourra, ça veut dire qu'on a la permission, ça veut dire qu'aussi on peut le faire. C'est pas comme en allemand où les deux verbes sont différenciés. On pourra, bah ouais, c'est une suggestion, on pourra. Ça ne veut pas dire que vous avez la permission de le faire sans justification. C'est pareil, le polynôme interpolateur de Lagrange, bah, il y a des conditions, il y a des hypothèses. Et les hypothèses, c'est que si on veut un polynôme qui vérifie P de AI égale BI, bah, on peut, dans le sens, on a le droit de le faire, bah, si les AI sont 2 à 2 distincts. Et là, ils n'étaient pas 2 à 2 distincts. Mais par contre, c'est écrit on pourra. Ça ne veut pas dire on pourra, bah ouais, bah, bon, on m'a donné la permission. Bah, Non, j'ai pas dit de dire. Si, m'avait dit de dire Hardy. Non, je comprends, j'ai pas dit de. Si, Non, il m'avait dit de dire Hardy. non. évidemment qu'on pourra aussi vérifier les hypothèses. Donc on se ramenait au cas où les AI étaient 2 à 2 distincts et il fallait quand même vérifier un petit quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Alors toujours dans la catégorie subdivision, bon, vous avez deux fonctions ou deux matrices ou deux bon, n'importe quoi. On va prendre deux fonctions, f et g. D'accord. Alors, et on vous demande de démontrer que f égale g. Alors ça, c'est typique. Toutes les égalités sont de la forme. Si c'est pas 2 fois 3 égale 6, bon, ce qui est, voilà, on ne vous demandera jamais ça. Eh bien, les égalités, c'est des égalités de la forme f égale g. Alors, vous pouvez le faire par un calcul direct. Après, c'est à vous de voir s'il faut aller de f vers g ou de g vers f. Ça demande un petit peu d'expérience. Et en gros, le mot-clé, c'est d'aller du plus compliqué vers le plus simple, plutôt que du plus simple vers le plus compliqué. C'est plus facile, en fait, de simplifier. On a un cerveau qui simplifie, mais on n'a pas un cerveau qui sait compliquer, surtout compliqué pour aller vers la fonction la plus compliquée. Bon, ça d'une part. Maintenant, d'autre part, f égale g se démontre en général en montrant que f de x égale g de x, bon, ça c'est une chose, et en analysant la structure de f et g. Si f est une application linéaire et g aussi, alors on peut se réduire à un squelette, en quelque sorte. Et là, le squelette, c'est une base, ou même une famille génératrice. Si on arrive à le montrer sur une famille génératrice, c'est bon. D'accord. Une base, c'est encore mieux. Voilà. Si f et g sont continus, eh bien on peut se contenter de le montrer sur un ensemble dense. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir faire, qu'il faut avoir comme réflexe. Après, il y a le point de vue. C'est-à-dire qu'en algèbre, surtout, les choses sont, comment dire,
demande un certain recul. Il ne faut pas foncer dans la question. Quand une question semble pas évidente, il faut essayer de reculer pour dire qu'est-ce que je vais prendre comme point de vue. D'accord? Par exemple, là vous aviez n qui commute avec d. Donc d c'est une matrice, c'était une matrice diagonale en plus. Et quelle est la structure de n, la structure bloc de n pour que d soit commute avec n. Les points de vue sont soit matriciels, vous faites du calcul avec des matrices, dans ce cas-là vous avez des grosses matrices avec des blocs, avec des trucs comme ça, soit alors un point de vue géométrique, c'est-à-dire si ça commute, alors ça laisse stable les sous-espaces propres. Et la réciproque va devenir vraie si D est diagonalisable. Donc on va prendre le point de vue, je vais regarder les sous-espaces propres de D, et en fait, la compréhension de D se réduit à la compréhension de ses valeurs propres, finalement, et de ses sous-espaces propres. Et donc N commute avec D si et seulement si elle stabilise ses sous-espaces propres. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir utiliser. Il y en a dans une agrègue sur deux, pratiquement, de l'utilisation de ça. Donc, il faut savoir le faire absolument. Voilà. Alors, je suis d'accord hein, que le problème, ne vous engagez pas à le faire. Il n'était pas joli ce problème. Hein. Bon. Mais en tout cas, en général, il faut savoir le faire. Mais tout ça, c'était pour dire, adopter le bon point de vue. Il y a, surtout dans la réduction, le bon point de vue, c'est un point de vue généralement qui vous dit est-ce que vous allez attaquer par les matrices? Est-ce que vous allez faire du calcul matriciel? Quand vous commencez à écrire des matrices énormes, c'est que vous n'avez pas pris le bon point de vue. Voilà. Il y a le point de vue géométrique. Est-ce que je regarde des sous-espaces stables? Il y a le point de vue des polynômes. Est-ce que je regarde des polynômes annulateurs, etc. etc. Le point de vue d'un groupe qui agit ou des choses qui agissent par-dessus. Ce sont des points de vue différents et en algèbre, il est bon de prendre un petit peu de recul pour voir si on fonce tête baissée dans le calcul ou si on prend un petit peu de recul pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à faire. Alors il fallait bien connaître la décomposition de Dunford. Alors la décomposition de Dunford et ses addenda, c'est-à-dire tous ces petits rajouts hein, qu'il y a dans la décomposition de Dunford. Donc la décomposition de Dunford, elle s'adresse à A, alors bon, généralement une matrice A, carrée, dont le polynôme caractéristique est scindé. Voilà, ça c'est les hypothèses. Bon là on était sur C. Et il faut que A se décompose, donc on a trois trucs à vérifier. A égale D sur N, si A égale D plus N, D est diagonalisable, N est nilpotente, et D et N commutent. Mais on a des rajouts. Si c'est bon, alors dans ce cas-là, D est un polynôme en A. Voilà. C'est un espèce de polynôme, c'est la somme des lambda i pi i, ou les pi i, ce sont les projecteurs spectraux hein, donnés par le lemme des noyaux, donc ils viennent de Bezout, voilà, d'une identité de Bezout. On a le polynôme caractéristique de D qui est égal au polynôme caractéristique de A, c'est parce que D a les mêmes valeurs propres que A, hein, c'est par définition, par construction de D, et avec multiplicité, même multiplicité algébrique, donc oui. Alors c'est lié aussi au fait que la dimension des sous-espaces caractéristiques, K indice lambda, c'est égal à la multiplicité algébrique de lambda. Donc vous voyez bien tout ça. Donc bref, D et N sont des polynômes en A.
D a même polynôme caractéristique que A, mais attention, il n'a pas même polynôme minimal en général, hein, bien sûr, sauf si A est diagonalisable. Son polynôme minimal, c'est finalement le polynôme minimal ou caractéristique de A, mais où on a remplacé toutes les multiplicités par 1. Voilà. Alors il a une autre écriture, il s'écrit de façon indépendante des racines en quelque sorte, c'est-à-dire si on appelle qui le polynôme caractéristique de A, et si on est en caractéristique 0, ouais, c'est ça, en caractéristique 0, eh bien c'est qui A divisé par le PGCD de qui A et de sa dérivée, la dérivée de qui A. Comme ça, on élimine les multiplicités, on les ramène à 1. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Vous pouvez le voir dans mon carnet de voyage en algébrie, quand on fait la décomposition de Dunford par la méthode de Newton. Voilà. Alors dans cette commutation de n avec d, il faut bien savoir que vous avez l'exponentielle de n plus d qui est égal à exponentielle de n fois exponentielle de d. Il y a des gens qui disent ils donnent la formule, mais sans dire que c'est parce que ça commute. Il faut toujours le dire systématiquement. C'est comme pour le binôme de Newton. Systématiquement, si vous devez écrire n plus d puissance k et vous devez utiliser le binôme de Newton, dites que c'est parce que n et d commutent, même si c'est l'identité. Par exemple, vous mettez identité plus une matrice A puissance n et vous écrivez la formule du binôme, dites que c'est parce que identité commute avec A. Voilà. C'est obligé. Voilà. C'est comme ça. Sinon, il n'y a pas les points. Voilà. C'est tout. Dans le même genre d'idée, vous avez utilisé souvent que la somme de nilpotents qui commutent est encore nilpotent. Alors déjà, la somme de nilpotent et nilpotent, ça c'est faux. Hein, il y en a qui l'ont dit, ça, alors là, c'est presque des points en moins. Mais la somme de nilpotents qui commutent, ça c'est vrai. Alors, vous pouvez le dire, ça se démontre par récurrence, mais quand même, il faut au moins montrer une étape de la récurrence, c'est-à-dire n plus m. Alors n et m commutent, sont nilpotents, et maintenant, à la puissance k, vous utilisez le binôme, vous le pouvez parce qu'il commute, vous le dites, et puis ensuite, vous dites, bah voilà, quoi, à partir d'un certain rang, il y aura toujours chaque terme de la somme obtenue par le binôme va être nul. Voilà. Savoir faire ça, savoir le dire. Alors, bien sûr, hein, ça correspond un peu à qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Ça, c'est à vous de juger, mais on va essayer de travailler là-dessus. Généralement, vous avez des théorèmes principaux, mais vous vous doutez bien que des choses comme la somme de deux nilpotents qui commutent est encore nilpotent. Oui, par exemple, vous pouvez le dire aussi par la trigonalisation simultanée. Voilà. Vous utilisez des théorèmes phares, mais maintenant, vous ne pouvez pas... toutes vos petites astuces, toutes vos petites ficelles, toutes vos petites recettes de cuisine, eh bien, il faut les démontrer. Ce n'est pas des théorèmes phares, ce n'est pas des choses qui sont forcément au programme. Donc ça, même si vous le savez, même si c'est clair pour tout le monde, il faut le redémontrer. Dans la même série, vous aviez le fait que vous avez une matrice qui est triangulaire supérieure stricte, alors c'est nilpotent. Ne le faites pas, évidemment, vous avez toujours le point de vue matriciel de dire regardez, ça monte, ah, regardez, ah, oh, oh, il n'y a plus de, oh, c'est 0, oh, au revoir. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Vous dites, voilà, le polynôme caractéristique c'est xn, et par Cayley-Hamilton c'est nilpotent. Voilà. Ou alors, à la limite, vous dites, on peut voir les valeurs propres sur la diagonale parce que c'est triangulaire supérieur, et 0 est seule valeur propre, etc. etc. Voilà. Alors pareil, le produit d'un nilpotent par une matrice A est encore nilpotent si A et N commutent. Vous ne pouvez pas le dire sans dire qu'il y a la commutation. Il y avait un petit exercice où il y avait un petit peu d'analyse, où on vous demandait de montrer que X commutait avec la conjugaison. Bon.
Et là, comme exp est défini par une limite, vous aviez forcément une interversion de limite. Vous n'avez pas le droit de faire une interversion de limite sans énoncer un théorème. Et là, le théorème, c'était un théorème de continuité. Vous aviez aussi A et B commute, implique P de A commute avec Q de B, où P et Q sont des polynômes. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. Comment on montre ça? Ça semble évident, mais il y a ces petits trucs un peu techniques. Est-ce que vous avez le droit de l'affirmer? Oui, non, comment ça va être pris? Bon, vous n'allez pas passer 2 pages dessus à l'expliquer. Mais vous pouvez l'expliquer en imaginant que vous êtes rentré dans le cœur du problème. Hein, donc vous n'êtes pas au tout début où il faut tout démontrer. Là, vous allez le faire comme ça. Si A commute avec B, alors, par récurrence, A commute avec B puissance K, pour tout cas positif. Maintenant, une fois que vous avez montré ça, vous dites par combinaison linéaire, donc vous supposez que vous avez démontré que A commuté avec BK pour K positif. Ah, téléphone. Allô? Allô, allô? Ah! Ah oui, très bien, les analystes. On va descendre, et puis vous êtes en bas? Oui, oui. Ah non, non, mais... Ah bah très, très, très bien. J'arrive tout de suite. C'est les analystes. Bon, et ben, hop, voilà le carton. Tac. Voilà. Et voilà le travail. Hop, alors justement, on va voir ça. Il y avait justement un petit truc rigolo dans le problème de 2018 qui est là-dedans normalement. Alors, c'était... voilà. Ici, hop, tac. Là, lemme de Keyes, qui s'appelle pas lemme de Keyes en fait, parce que, voilà, Keyes n'est pas un mathématicien. Alors, mais c'est un mystère. Qui est Keyes? Who is who? Eh bien, voilà. Donc ça, c'était pour passer d'une formule de Taylor. Donc Taylor, vous êtes dans du Taylor-Young. Hein, et vous voulez appliquer du Taylor-Young à une matrice. C'est très tentant quand on a des polynômes. Et bon, on aimerait le faire. On a donc l'exponentielle hein, qui... Donc on le regarde avec des petits taux de xn. Et on a envie de dire, on a envie de remplacer petit x par une matrice nilpotente hein, pour pouvoir dire, bah oui, au bout d'un moment, ça va s'annuler parce que n est nilpotente. Et pareil, si vous avez une approximation polynomiale de l'exponentielle et une approximation polynomiale de log de 1 plus x, bah on a envie de dire que, voilà quoi, que x de log ça fait x et que ces approximations sont vraies modulo petit o. Et en fait, on a envie de passer à modulo petit o de xn à un modulo grand xn, c'est-à-dire remplacé par une indéterminée petit x. Alors ça, ça demande un peu de savoir-faire. Alors, il y a un lemme, un petit lemme, qui dit la chose suivante, que si vous avez un polynôme p qui, en tant que fonction polynôme, hein, est égal à un petit o de x puissance n, quand x tend vers 0, hein, alors, en tant que polynôme, maintenant, plus en tant que fonction polynôme, mais en tant que polynôme, grand x puissance n plus 1 divise p. Et si c'était un grand O, alors ce serait grand x puissance n qui diviserait p. Voilà. Et ça vous permet d'aller partout. Et ici, dans le problème, ce lemme,
il était important à une certaine question. Et on utilise très souvent ce truc-là. Il y a aussi, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, au moment où vous voulez utiliser la racine carrée. Hein, voilà, par exemple, vous voulez prendre la racine d'une matrice de GLN de C. Donc vous avez A une matrice de GLN de C. Eh bien, vous voulez prendre la racine. Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous faites racine de DU. Vous regardez la décomposition de Dunford, mais multiplicative. D'accord, un peu comme c'était fait ici, hein, savoir passer de la décomposition additive à la décomposition multiplicative. Et bon, bah, racine de D, ça ne va pas être un problème. Vous pouvez toujours trouver une racine de D, hein, d'accord, et même toutes les racines de D, vous pouvez les trouver. Et ensuite, racine de U, bah, c'est racine de identité plus N, où N est nilpotente, parce que U est unipotente hein, dans cette décomposition de Dunford multiplicative. Et cette racine-là, vous allez imiter racine de 1 plus x. Donc vous avez une décomposition de Taylor-Young, de racine de 1 plus x, et vous allez utiliser ce petit lemme pour dire, bah, on a grand X puissance n plus 1 qui va diviser un certain polynôme, et à partir de là, en utilisant le fait que n est nilpotent, en utilisant Cayley Hamilton, vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez obtenir réellement la racine, une racine en tout cas, de identité plus n, hein, à l'aide d'une décomposition de Taylor tronquée, parce que grand N puissance, une certaine puissance va être nulle. Voilà. Oui, il faudra que je fasse une petite vidéo prochainement là-dessus. Alors, des petites questions classiques qu'il faut savoir faire, comme l'inverse d'une matrice inversible est un polynôme dans la matrice. Bon, ça c'est connu, hein, cet inverse, c'est un polynôme dans la matrice. C'est encore Cayley Hamilton. Hein, donc vous écrivez Cayley Hamilton sur la matrice, vous avez un terme en identité qui est égal au déterminant au signe près, et ensuite vous multipliez par l'inverse de la matrice, parce que l'inverse, voilà, parce que la matrice est inversible. Comme le déterminant est non nul parce que la matrice est inversible, alors vous pouvez diviser par le déterminant, et ça va vous donner la matrice inverse en fonction d'un polynôme de degré n-1 en la matrice. C'est un classique. Alors, à un moment, il fallait savoir démontrer qu'on avait un groupe. Alors bon, en général, si vous devez montrer que vous avez un groupe, alors il faut montrer que c'est stable par la loi, hein, que votre ensemble est stable par la loi qui a été définie, qu'il y a un élément neutre, qu'il y a associativité, qu'il y a un élément symétrique. Voilà. Là, il fallait que ce soit un groupe commutatif. Bon. Maintenant, deux choses. Généralement, vous oubliez l'associativité, vous avez l'élément symétrique et l'élément neutre, mais vous ne montrez pas que l'élément symétrique et l'élément neutre est dans l'ensemble, c'est-à-dire vous dites c'est une fonction, mais il fallait montrer que c'était un morphisme. Donc ça, attention. Des fois, vous ne montrez pas la loi de composition, ce qui est l'essentiel. En fait, l'essentiel, c'est de dire si A est dans G et B est dans G, alors A fois B est bien dans G. Et là, il fallait savoir le montrer. C'était un G chapeau, voilà. Il fallait montrer que c'était un morphisme, quoi. Un phi rond psi, par exemple. Voilà. Et si vous ne voulez pas montrer tout ça, et en général, on ne montre pas qu'on a un groupe, de la même manière qu'on ne montre pas qu'on a un espace vectoriel, on montre qu'on a un sous-groupe, ou on montre qu'on a un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire, ça va nous dispenser de plein d'actions. Et un sous-groupe, vous n'avez plus qu'à montrer que c'est la loi de composition, d'accord, que c'est interne. Donc là, ici, c'était la composée de deux morphismes est un morphisme. Et deuxièmement, l'inverse est encore un morphisme. C'était tout. Voilà. Mais dans ce cas-là, il faut dire un sous-groupe de quoi? Alors, il faut connaître des groupes standards pour pouvoir dire c'est un sous-groupe de tel groupe standard. Alors, il faut bien savoir que quand vous avez une structure, on va dire Y, qui est munie d'une structure, alors, ça peut être une structure d'espace vectoriel, une structure de groupe, une structure d'anneau, et X, juste un ensemble, alors les fonctions de X dans Y récupèrent la structure de Y. On récupère toujours la structure de l'ensemble image. Voilà. Donc là, il suffisait de montrer, puisqu'on sait, et ça on peut le dire,
que f de x, y, quand y est un groupe, et là le groupe c'était C étoile, multiplicatif, bah, puisqu'on sait que c'est un groupe, f de x dans y, il suffit de montrer que quand x est un groupe, alors les morphismes de x dans y constituent un sous-groupe. Et là on n'avait plus qu'à démontrer que c'était un sous-groupe. Alors tant qu'on est dans les structures, il y avait dans les questions préliminaires un noyau. Il fallait calculer un noyau. Alors, d'abord, il y a des gens qui ont dit tel noyau est un idéal. Alors c'est un idéal, on est embêté, on a envie de vous donner les points, mais en même temps on ne peut pas, parce que c'était un espace vectoriel, c'était pas C de x, c'était pas l'anneau C de x, l'ensemble de départ, c'était l'espace vectoriel des polynômes de degré plus petit que n, ou plus petit que n moins 1, je sais plus. Bon, bref, ça c'est pas un anneau, hein, c'est pas multiplicatif, donc vous ne pouviez pas dire idéal, ou alors vous dites idéal intersecté avec ça, et là ça fait sens. Il y en a qui pensent que, alors bien sûr il y a des questions des fois qui sont imprécises, il y avait une question, trouver le noyau, mais vous ne pouvez pas penser vous en êtes sorti en disant le noyau c'est l'ensemble des P tels que P de A égale 0. Ça c'est une tautologie, d'accord? Donc P de A égale 0, ou P de AI égale 0, ça impliquait x moins AI divise P, et comme c'est pour tout i, ça implique que le PPCM des x moins AI divise P, c'est ça qui était attendu. Ensuite, le PPCM des x moins AI, bah, c'est le produit des x moins AI pour les AI distincts. Voilà, c'était ça qui était attendu, les AI distincts. Après, quand les AI sont de fait, par hypothèse, tous distincts, alors là, il y avait, bon, ça reste la même chose, mais il y avait un moyen de le dire, évidemment, que vous avez tous trouvé pratiquement, c'est que un polynôme qui a plus de racines que son degré, ben, c'est forcément le polynôme nul, donc on avait injectif, et attention, injectif, rappelez, dites quelque part, on a un morphisme. On a un morphisme, c'est ce qui vous permet de dire l'injectivité provient du calcul du noyau, du fait que le noyau est trivial. Déjà, rien que le fait de parler de noyau, on peut le faire que pour un morphisme. Voilà. Donc, il faut que quelque part, il soit dit morphisme, même si vous ne montrez pas que c'est morphisme, parce que bon, l'évaluation est un morphisme, ça vous le savez. Enfin, pour terminer, il y avait cette question où on vous demandait la dérivée du log et la dérivée de z puissance alpha. Alors, pour la dérivée du log, à la limite, vous pouvez dire, bon, la dérivée du log, c'est 1 sur z, à la limite, ça va. Si vous doutez, faites-le à partir du fait que x de log de z, c'est z, et là, bon, c'est la dérivée d'un inverse. Mais pour z puissance alpha, vous vous doutez bien que si on vous a demandé la dérivée du log, que vous savez parfaitement, que tout le monde sait, c'est pour que dans z puissance alpha, vous puissiez l'utiliser. Ça, premièrement. Deuxièmement, étant donné qu'on vous a défini z puissance alpha comme exponentielle de log de z alpha, vous n'avez pas le droit de dire bah, la dérivée de z alpha, c'est alpha z alpha moins 1. Ben non. Si on vous l'a défini, c'est que vous êtes censé l'avoir découvert, même si vous le saviez déjà. Mais on vous le présente, on vous dit, regardez, c'est ça, z puissance alpha. Vous n'avez pas le droit de dire, la dérivée de z puissance alpha, c'est, bah oui, je le connais, c'est alpha z alpha moins 1. Il faut utiliser la définition qui a été donnée par l'énoncé et qui utilise, comme par hasard, le logarithme. La dérivée du logarithme qui vous a été demandée juste avant. Sinon, vous n'avez pas les points, mais ça devrait vous sembler logique, et je reviens là-dessus pour terminer, c'est qu'il y a des gens pour qui ce genre de logique est claire, elle est infuse, et d'autres où il va falloir l'apprendre, quoi, il va falloir l'apprendre. Ça, donc, voilà, ça c'est le truc le plus important. Hein. Et généralement, il y a des gens assez forts qui pour eux, n'ont pas besoin de justifier ces choses-là et qui n'ont pas encore saisi la règle du jeu
d'un concours d'enseignant. Voilà, on va s'arrêter là. C'est terminé pour le Prêchi Prêcha.